merci d'être là. Je dis ça à nos invités, je dis ça à Philippe qui est derrière la caméra aussi. Donc nous avons Monsieur Céréa, Madame Blanc et Monsieur Garrigue qui, figurez-vous, sont là pour parler un peu de politique, car ils appartiennent à une liste qui va se présenter au municipal de Bergerac. Mais dites-moi, c'est pas trop tôt, la loi n'a pas encore ouvert la campagne municipale, ou je me trompe? Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On a une loi électorale qui n'ouvre les campagnes théoriquement que 3 semaines avant l'élection. Mais alors vous êtes dans l'illégalité? Non, on n'est pas dans l'illégalité. Bon. Simplement dans la période. Je dirais même que dans la pratique, il se passe un peu le contraire de ce que veut théoriquement la loi. C'est-à-dire que théoriquement la campagne n'est ouverte que 3 semaines, 1 mois avant l'élection. En réalité, ce qui se passe, c'est que le débat a lieu souvent dans les mois qui précèdent, et que finalement, dans les 3 semaines qui précèdent l'élection, on a beaucoup moins de possibilités d'utiliser des journaux, des tracts, etc. Ce qui fait qu'en réalité, ces 3 semaines, c'est plus des semaines de réflexion pour les citoyens, pour les électeurs, sur la base de tout ce qu'ils ont entendu. D'accord. La loi n'interdit pas de se déclarer candidat avant l'ouverture de la campagne? Non. Enfin, on peut toujours... Non. Officiellement, on dépose la candidature à la veille, à la date qui est fixée. Je crois que c'est le 6 mars en l'occurrence. C'est ça, oui. Donc, c'est-à-dire, on sera pratiquement à 2 semaines de l'élection. Oui, c'est très court. Mais bien évidemment... Mais jusque-là, on a oui. Non, parce que j'ai lu qu'à... Mais c'est surveillé quand même tout ça, je vous rappelle, par la Commission nationale des comptes de campagne en ce qui concerne ces élections, en tout cas sous son égide, et que... il y a des règles quand même en matière de financement et de déroulement des campagnes qui commencent 1 an avant l'élection, puis des règles plus strictes 6 mois avant l'élection. Donc ça veut dire que la campagne, elle se développe. Je vous dis ça avant. parce que j'ai lu par hasard que une mairie d'arrondissement de Marseille avait interdit les tracts sur le marché. C'était un effet de la campagne électorale à Marseille qu'une maire, je crois que c'est une dame, interdisait. Alors elle était plutôt partisane du maire qui se représente, du maire de Marseille, Gaudin, et elle interdisait les tracts sur le marché. Oui, mais c'est pas très respectueux des libertés publiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment, les autres, ça râle beaucoup. Parce que si on pouvait distribuer des tracts uniquement pendant les périodes de campagne officielle, ça limiterait quand même beaucoup les possibilités. Non, mais j'ai appris qu'un maire pouvait donc prendre ce genre d'initiative. Oui, mais c'est sous contrôle du juge. Ah d'accord. Oui, attendez, il pourrait être attaqué. Ah mais bien sûr, le juge administratif surveille et sanctionne ce genre de décision en général. Très bien. Bon, alors, prévenons un petit peu de ce qu'on va faire. Donc, on vient de se mettre d'accord, 2 parties là-dessus. Donc, vous êtes évidemment l'équipe municipale que vous allez nous dire, l'équipe candidate au municipal. Et nous sommes Canal Pourpre, comme vous savez, c'est-à-dire une petite télé locale dont le slogan est « Votre télé, faites-la ». Et la période électorale nous a semblé, ma foi, intéressante pour mettre à l'épreuve un peu notre propre slogan, c'est-à-dire, voyons, si on pouvait faire une petite télé comme on peut le faire ici, qu'est-ce qui se passerait avec les élections, comment faire avec ces élections? Alors notre solution a été de vous demander, à vous comme à beaucoup d'autres candidats, et même à tous les maires des communes environnantes, de venir, s'il vous plaît, si vous voulez, discuter de ça avec nous. Discuter de quoi? De politique locale, de réforme territoriale, des enjeux locaux, comme on dit. Voilà. Alors je dois répéter qu'on vous remercie beaucoup parce que vous êtes le 2e, pas le premier tout à fait, mais le 2e en tant que candidat à avoir bien voulu accepter notre invitation. Monsieur Lionel Frel était le premier et vous êtes le second. Appel au peuple, à tous les autres, venez quand vous voulez. Enfin bon, on verra bien. Mais vous venez, lui il était venu tout seul, vous venez à 3, donc c'est encore plus gentil de votre part. On va voir ça.
peut-être une première, comme ça, un premier point. Vous vous présentez peut-être comme ça. Monsieur Garrigue est un... Enfin, je vais quand même vous présenter pour vous. Monsieur Garrigue est un type que tout le monde connaît, donc il n'a pas besoin de beaucoup se présenter. Il est maire, député. Non, il a cumulé toutes les fonctions, conseiller général, etc. Et ce type-là se représente de nouveau comme maire. Alors jadis, il était UMP, donc on disait que c'était un type de droite, et maintenant il n'est plus UMP. Donc je ne sais pas comment on va le caractériser. Bon, allez-y, excusez-moi pour ce... Non, écoutez, et puis peut-être que mes colistiers ensuite vont se présenter. Non, moi je voudrais d'abord dire d'abord vous remercier d'avoir pris cette initiative, parce que je trouve que c'est... Nous, chaque fois qu'il y a une opportunité de débattre, même si c'est fait dans un contexte qui est pas toujours qui est exigeant, parce que vous avez une certaine exigence à l'égard de vos interlocuteurs. Rassurez-vous. Oui, non, mais je suis d'accord. En Australie, en Moldavie. Non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, moi, je trouve que tout ce qui contribue au débat est une excellente chose, et là-dessus, c'est la raison pour laquelle on vous a toujours répondu positivement. Même si on n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets, on peut certainement le vérifier une fois encore, mais je pense que le débat, c'est primordial. Bon, alors moi, ce que vous dites, c'est vrai que j'ai un passé d'élu. J'ai été député, je suis d'ailleurs aujourd'hui encore conseiller général, j'ai été maire. Si je repars, c'est parce que je pense que la situation à Bergerac fait que je sens qu'il est important que je m'engage, et qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de m'engager, et puis aussi parce que j'ai le souci de faire en sorte de former une nouvelle équipe, des gens qui ont envie de s'impliquer dans la vie publique. Et sur le... Oui. Ah bon. Excusez-moi de vous titiller un tout petit peu. Oui, allez-y. Aux dernières municipales, donc, vous avez été battu. Et je pense que beaucoup de Bergeracois se souviennent que vous étiez assez amer de cette... Oui, c'était aux dernières législatives. Pardon. Aux dernières législatives. Oui, c'est exact. C'est exact. J'étais très déçu. J'avais le sentiment... Mais c'est vrai que j'étais dans une position politique qui était très difficile, puisque je ne soutenais aucun des deux candidats présents au second tour, ce qui est quand même une position politique toujours difficile. Et j'ai eu le sentiment, un sort de sentiment de ne pas avoir été compris dans mes positions. Bon, vous êtes un peu revenu de cette amertume. Oui, mais vous savez, dans la vie, il arrive souvent qu'après un échec, on se dise, j'irai plus, je recommencerai plus, et puis après, on revient là-dessus, parce qu'on aime trop la vie, les engagements, on s'intéresse aux choses, donc on revient dessus. D'accord. Voilà. Sur mon appartenance à l'UMP, j'ai appartenu au RPR, j'ai appartenu à l'UMP. J'ai été un moment en désaccord avec la ligne du président de la République et de l'UMP. J'ai quitté l'UMP, ça fait maintenant 5 ans. Et j'y reviendrai. Je peux en dire un mot peut-être tout de suite. Si vous voulez, le sentiment que j'ai aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on traverse une crise profonde dans beaucoup de domaines. On y reviendra peut-être. Il y a la crise économique, mais il y a une crise morale, je pense. Il y a une crise des idées. Il y a... Bon. Et je pense que les partis politiques aujourd'hui ne sont pas capables d'apporter les réponses. Très bien. Et donc je pense qu'il y a un besoin au minimum de recomposition politique et d'apparition de nouvelles forces politiques. C'est pour ça que je crois à l'idée de rassemblement. Vous vous êtes trompé jusqu'en 2007. Non, je dis que en croyant au parti, je veux dire. Je veux dire, l'UMP, je me suis jamais senti très à l'aise à l'UMP, qui était un regroupement qui me convenait moyennement. J'ai préféré à l'époque du RPR, où il y avait différentes sensibilités, différents courants. Mais vous n'avez pas été tenté de rejoindre un autre parti pour autant, non, quand je suis parti, vous savez, créer un parti, c'est très difficile. Oui, c'est sûr. Ça exige beaucoup de moyens. Enfin, il y avait M. de Villepin, je crois, qui vous a... Oui, un temps, j'ai essayé avec Dominique de Villepin, et puis je me suis aperçu que Dominique de Villepin n'avait pas la volonté de s'engager suffisamment fortement pour créer une véritable force politique. D'accord.
Je retiens que pour l'instant, le système des partis je veux dire, aujourd'hui, je pense que les partis sont dans une impasse. Et on le voit bien. On le voit bien. Il y a des divisions profondes. Et je veux dire, ils ne sont pas capables d'apporter les réponses à la crise que nous connaissons. On y reviendra peut-être. Je dis que la réponse, c'est le rassemblement. Allez-y. Place aux jeunes. Hein. Exactement. Merci, effectivement. D'abord. Mais moi, je fais partie donc, de l'équipe de Daniel Garrigue. Je m'appelle Gaëlle Blanc. Ouais. J'ai 38 ans. C'est la première fois que je me présente à une élection, quelle qu'elle soit. Je suis professeur d'espagnol au collège Henri IV. Voilà. Et vous êtes là pourquoi? Vous l'avez rencontré dans la rue Non, je ne l'ai pas rencontré dans la rue. J'ai été présidente d'un club sportif pendant 4 ans. Ah, d'accord. Et je suis entraîneur sportif aussi depuis 2006. Et donc, en athlétisme. Okay. Et donc, effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Daniel Garrigue à ce moment-là, c'est-à-dire en étant entraîneur, en voulant monter des projets sportifs. Il était maire. Voilà, tout à fait. Et à l'époque, j'avais trouvé vraiment une grande écoute. Et aussi un très grand respect de l'initiative citoyenne, des forces associatives. À Bergerac, il y a un vrai maillage associatif qui est très fort, qui est dans des domaines très diversifiés d'ailleurs, pas seulement que sportifs. Et malheureusement, aujourd'hui, il est un peu laissé de côté, ce maillage associatif. Il n'est pas beaucoup écouté. D'ailleurs, il n'est pas reçu, puisqu'il ne peut pas passer, je dirais, le mur de la mairie. D'accord. Vous avez vraiment l'impression que cet âge d'or de l'association, je sais pas représente... enfin, un âge d'or, je ne sais pas, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une crise profonde. D'accord. Et dans une crise profonde, on a moins de moyens. Et si on a moins de moyens, il faut aller vers la société civile. La société civile, c'est un... Et puis, en plus, la société civile, c'est le premier des contre-pouvoirs. Et respecter cette présence-là et la valoriser, c'est très important pour quelqu'un qui s'engage en politique, c'est très important. D'accord. Bon, on a déjà 2 sujets sur lesquels revenir, l'affaire des partis et l'affaire de la société civile. Monsieur Seria. Donc oui, Alain Seria, merci de nous recevoir. Je suis quant à moi un jeune homme de 60 ans. Donc effectivement, qu'est-ce qui m'a amené à rejoindre la liste de Daniel? C'est surtout un engagement politique qui est déjà très ancien pour ma part, puisque je suis un Agenais immigré par amour sur le Bergeracois. Je suis membre de la Jeune Chambre économique, j'en suis sénateur international, donc je suis quelqu'un qui est impliqué dans la vie associative et citoyenne d'une manière très très forte. Des sénateurs internationaux de Jeune Chambre économique. Absolument, oui. Malgré mon grand âge, je suis encore sénateur de la Jeune Chambre économique internationale. Attention. Oui, c'est un rôle important. C'est pas l'objet aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et j'ai été également directeur de campagne à plusieurs reprises de plusieurs candidats, et notamment j'ai participé très fortement depuis que je suis arrivé à Bergerac à une implication au sein du MoDem, pour lequel je suis donc vice-président. D'accord. Voilà. Le MoDem. Oui, j'ai rejoint Daniel Garrigue d'une manière absolument naturelle, dans le sens où l'idée portée par le MoDem et par François Bayrou est une notion qu'il faut changer l'image de la politique et qu'il faut arrêter de se claniser. Que le parti en tant que lui-même n'est pas forcément porteur de toutes les idées et qu'une idée de rassemblement telle que le propose Daniel Garrigue est réellement, telle que le propose François Bayrou, est réellement la seule manière de réunir toutes les intelligences, de réunir toutes les motivations pour atteindre un objectif, c'est celui de remettre l'homme à la place qu'il doit avoir, celle du citoyen. Eh ben oui, on vous suit. Alors bon, très bien, on a bien compris que vous aviez avec vous 2 dissidents, ex-dissidents mais partisans, tout à fait convaincus. Alors je vais vous embêter tous les 3, mais excusez-moi, mais votre discours, on est entièrement d'accord avec vous, mais ça, c'est-à-dire votre propagande électorale, excusez-moi, mais c'est de la propagande électorale, on ne voit pas le changement, la crise dont vous parlez, les réactions qu'il faut avoir, la résistance à tout ça, parce que ça, c'est du papier, comme on en reçoit dans nos boîtes aux lettres depuis toujours, avec vos gueules dessus, excusez-moi, mais voilà, et puis c'est très gentil, il n'y a pas de texte, c'est une équipe rassemblée pour Bergerac, très bien, mais c'est un slogan
passe-partout, excusez-moi, mais bon... Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Vous savez que vous pouvez nous lire sur un blog? Comment? Exactement. Vous pouvez nous lire sur un blog? Oui, d'accord. Je vous fais observer que sur ce papier, il y a les références de notre blog. D'accord. Et que nous nous exprimons dans des réunions par la parole, que nous nous exprimons sur notre blog, et que nous aurons bientôt, effectivement, un journal des journaux dans lesquels nous expliciterons effectivement nos positions. Bon, excusez-moi, mais c'était juste parce que moi je suis tombé là-dessus, je me suis dit, pour mais vous êtes l'instant... quand même, je vous croyais plus curieux que ça, Monsieur Clamens. Je pensais que vous étiez allé sur notre blog. J'irai sur votre blog. Ok, alors allez-y. À vous vouliez répondre à autre chose encore? Non, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a d'autres outils de communication que ça, c'est ça que vous êtes en train de dire. Moi, on est à l'heure de l'informatique aussi. Nous sommes en train de démarrer une campagne, bien évidemment. L'objectif est de faire rentrer peu à peu l'image de notre équipe, l'image de Rassembler pour Bergerac, progressivement dans les esprits. Et puis, alors, il faut quand même être prudent. On ne peut pas donner toutes les cartouches quand même. Faire Pas tout de entrer suite. une image dans les esprits, c'est pas ce que j'imaginerais de plus libérateur et de plus nouveau sur le plan politique. S'il s'agit d'une affaire d'image, je vous comprends, je crois de bonnes intentions, etc. Mais avouez que on est dans le même schéma. Non, mais Monsieur Clamens, Oui. on n'est pas dans le même schéma. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on est parti sur l'idée que si on s'engageait dans cette bataille des élections municipales, c'était pour traiter les problèmes essentiels de Bergerac. Et c'est pour ça d'ailleurs nous ne présentons pas un programme politique qui entre dans tous les détails comme ça se fait d'habitude. Nous avons défini quelques grands objectifs qui nous paraissent essentiels et sur lesquels nous voulons concentrer notre action et nos efforts, c'est-à-dire l'activité et l'emploi, parce que c'est vraiment là le problème numéro un, la santé, parce que ça c'est un sujet sur lequel les Bergeracois sont aujourd'hui très inquiets, parce qu'il y a un problème à la fois de présence des médecins, mais aussi d'accès aux soins, le cadre de vie, parce que les gens y sont sensibles, la sécurité. Nous, on n'est pas à crier qu'on est dans une grande situation d'insécurité. On n'est pas pour instrumentaliser la sécurité, mais c'est un sujet sur lequel il faut quand même s'impliquer et répondre. Bon, et puis, cinquième sujet, la transparence et le dialogue, parce qu'on a très bien tout à fait le sentiment que les citoyens, aujourd'hui, n'ont pas les informations ni la possibilité de dialoguer qu'ils devraient avoir. Donc, on a travaillé... On s'engage sur ces objectifs. Et nous avons constitué... Les 5 objectifs que vous venez de dire sont évidemment adoptables par tout le monde, de gauche, de droite, toutes les listes. Mais il y a des citoyens comme moi qui vont faire une liste contre vous, je ne sais pas quoi, mais bon, n'importe qui va dire évidemment l'emploi, la sécurité, la santé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Non, d'abord, excusez-moi, il y a un ordre. Pour nous, il y a des priorités dans un ordre. Il y a l'emploi... et l'activité, et il y a deux, la santé. Et ensuite, il y a le cadre de vie, la sécurité, et puis quelque chose qui est transversal, qui est présent pour nous partout, c'est la transparence, c'est-à-dire l'information des citoyens, la connaissance exacte de la situation des différents sujets, l'endettement de la ville, les situations financières, la répartition des compétences entre la ville et la communauté d'agglomération, la manière dont tout ça fonctionne, et le dialogue avec les citoyens, et de créer, de mettre en place les lieux, les structures qui permettent d'organiser ce dialogue. Pour nous, c'est tout à fait essentiel. Alors bien sûr, personne n'en doute. Ça c'est les têtes de chapitre, c'est des objectifs. Derrière, bien sûr, nous faisons un certain nombre de propositions. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes partis sur ces objectifs et on a travaillé depuis 1 an, maintenant, on a commencé à travailler il y a 1 an, et qu'on a essayé de rassembler autour de ces objectifs, autour de cette démarche, des gens qui viennent d'horizons différents, mais qui ont envie de s'impliquer pour leur vie. Voilà. Excusez-moi, je dois parler comme une pelle à tarte, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez entendu parler comme moi de déficit politique, de mise en défiance de toute la classe politique. Je ne sais plus, le dernier sondage, 87% des Français ne croient plus en vous. Si je dois m'exprimer comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être ils ont tort, hein, je suis pas, j'en sais rien. Je crois qu'en effet, vous êtes des braves gens et tout ça, qu'on ne va pas vous couper la tête. La politique, c'est celle qu'on fait. La politique, c'est quand même celle qu'on fait. On est quand même jugé sur ses actes et sur ce qu'on a réussi à développer.
Et actuellement, en l'occurrence, dans ces priorités-là, il semblerait qu'un certain nombre ait été oubliés quand même. Et je pense que lorsqu'on a une propension, par exemple, à parler d'environnement dans certaines listes, c'est bien. Mais il ne faut pas compter le nombre d'arbres coupés à Bergerac, par exemple. Alors moi, curieusement, je sais très très bien compter. Et là, le bas blesse, par exemple. Donc ce ne sont pas que des objectifs. Et pour ce qui est de la santé, on est aussi à Bergerac dans une situation qui est quand même très critique et pour laquelle un certain nombre d'associations et d'usagers de soins et aussi de professionnels de santé ont appelé les pouvoirs publics déjà depuis plus de 3 ans et pour l'instant aucune réponse. Et je ne crois pas qu'on puisse laisser une ville comme Bergerac où il y a 27 000 habitants sans réponse. D'accord, mais donc à la question, c'est ce qu'on fait, la politique. Ouais, c'est ça. À la question du déficit politique, vous me répondez, écoutez, voyez ce que les gens font, compter les arbres coupés à Bergerac, voilà. Non, mais monsieur Clemens, Oh, oui. Déficit politique, il ne peut pas y avoir d'action politique sans qu'il y ait des représentants des citoyens. Donc le problème, c'est effectivement que ces représentants des citoyens soient le mieux possible les représentants des attentes. Soient représentatifs, quoi. Voilà, non mais on est complètement d'accord. Alors, moi, on peut me reprocher, me dire, ça fait longtemps que vous êtes dans la vie publique, etc. C'est vrai, mais c'est aussi parce que les électeurs m'ont élu un certain nombre de fois. Donc c'est parce que je enfin, même aussi, quand ils vous élisent pas, vous revenez. Oui, même, oui. Non, mais enfin, j'ai quand même été élu Oui. encore en 2011 conseiller général. Bon, je veux dire, et que les gens m'ont demandé de repartir, alors qu'au départ, j'ai hésité quand même beaucoup. Non, mais mon souci, notre souci dans la constitution de cette liste, c'est précisément d'avoir fait entrer sur cette liste beaucoup de gens qui sont des nouveaux venus dans la vie publique et qui avaient eu peut-être des engagements dans différentes formations, etc., qui étaient engagés dans des syndicats, qui étaient engagés dans des associations, mais qui sont des gens qui apportent une vision neuve et qui ont envie vraiment d'apporter leur expérience et leurs compétences au service de la ville. Moi, je ne sais pas faire, excusez-moi, pour conduire une ville, pour mener une action municipale, je ne sais pas faire autrement que de cette façon-là. Si vous avez une autre manière de faire, vous allez me l'indiquer. Non, je sais pas, non, je ne peux pas faire ça à votre place. Et puis, je sais pas, j'aurais laissé les autres s'avancer, quoi. Peut-être ça, je veux dire. Parce que quand même, vous allez vous trouver, malgré vos discours, là, vous allez vous trouver devant des gens qui vont vous dire, mais Garrigue, on le connaît, quoi. Hein, ça fait longtemps que... Bon, justement, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de revenir. Oui, alors, oui, voilà. j'imagine, oui. Bon, alors... Je me fais comme l'a fait Gaël tout à l'heure, on est porteur d'une image nouvelle. Alors, Daniel a la gentillesse de nous traiter de jeunes en politique, en tout cas en présentation. Ce qu'il ne dit pas, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes gens, c'est-à-dire de moins de 50 ans qui sont dans cette liste. Et ces jeunes-là sont l'avenir. Parlons de citoyenneté. Je comprends bien la question. Réellement, on a, et c'est vrai, la politique a une image relativement affaiblie de son rôle citoyen. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Je sens bien les pics que vous essayez de lancer à Daniel sur le fait qu'effectivement il a fait de la politique. Sauf à dire que s'il se représente tel qu'il l'a fait après son échec aux législatives et qu'il se représentait en tant que lui-même, se faire élire tel qu'il l'a fait, ça laisse bien à dire quand même qu'il a une image forte de lui qui circule dans le Bergeracois et une grande confiance de l'ensemble des citoyens. Avoir une démarche citoyenne, c'est compliqué parce qu'il est dans une espèce d'ambiance générale de laisser montrer que, et c'est très médiatisé, ce non-intérêt pour la politique. Alors, bien sûr que les hommes politiques, moi, en tant que responsable d'un parti, je suis responsable. Daniel, Gaël, on est tous responsables. Et la petite pique à vous, on l'est aussi.
vous l'êtes également. Parce que si on laisse dire tout le temps que les hommes politiques ne valent rien, que c'est tous des escrocs, qu'ils n'y vont que pour le salaire, qu'ils n'y vont que pour l'entre-gens, on entretient une espèce d'État qui est négatif en image de marque. Et vous savez ce que c'est que l'impact des médias sur les esprits. Non, mais on est tout à fait d'accord. Moi, je vous assure que je n'y vais pas parce que j'ai une ambition politique particulière. Hein, je disais l'autre jour que c'était un peu mon champ du cygne. J'ai 60 ans, le prochain coup, j'en ai 66. Mais il me reste encore une dizaine d'années qui vont me permettre quand même de m'investir. Je suis capable. Et si on montrait cet exemple-là de probité, de sérieux, d'engagement, de fermeté, toute cette d'intelligence et de prospective, ça sera mon rôle, qui est dévolu à une personnalité comme celle de Daniel Garry, qui est capable de s'engager sur des détails, de dire mais moi je prendrai qu'une seule indemnité, moi je vais baisser les indemnités de chacun de mes collaborateurs lorsqu'on sera élu. Vous comprenez, c'est une démarche personnelle qui est extrêmement forte. Voilà l'engagement de Daniel Garry, et c'est pour ça que nous, et on n'a pas toujours été d'accord, pourquoi nous sommes derrière, que Daniel Garrigue accepte de prendre avec lui des personnalités, et vous aurez l'occasion de les découvrir, avec autant de caractère, autant de force, et tous travaillant en synergie, je trouve, moi, que c'est la bonne image de l'homme politique. Permettez que je réponde à ce que vous venez de dire, et on est tout à fait d'accord. Et à propos des médias, figurez-vous, vous venez de trouver une des raisons qui font que Canal Pourpre existe. C'est parce que nous n'étions pas contents de la couverture médiatique, comme on dit, quand on nous dit... bon, on va la faire nous-mêmes parce que ça suffit comme ça, quoi. Hein. Donc là-dessus, on est d'accord. Ceci dit, c'est vachement difficile quand même. Hein. C'est pas de la tarte, croyez-nous. Enfin, on ne sait même pas comment faire. Je veux dire, on n'a pas de modèle. Ça n'est pas une accusation personnelle. Hein, on s'entend. Non, mais de toute façon, je reviens, on est pour la responsabilisation. Monsieur Clamens, je reviens à votre question parce que je reviens. Le cœur du système politique en France, c'est la représentation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut chercher de la démocratie directe. Et je ne suis pas hostile à la démocratie directe, mais il y a un moment, pour gérer les affaires, il faut qu'il y ait des représentants. Et ça, je dirais, on ne peut pas faire autrement. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des gens qui aient envie de s'impliquer là-dessus. Et ça, cette volonté, nous l'avons. Deuxièmement, que les citoyens aient confiance dans les gens qu'ils ont choisis. Bon, et ça, c'est l'élection qui permet de manifester cette confiance. Alors, on peut en discuter. Oui. Troisièmement, c'est que les personnes qui ont la responsabilité des affaires, je dirais, et le sens de l'intérêt général, qu'ils aient l'intégrité nécessaire. Voilà, c'est ça. Après, je dirais... Personne ne va vouloir se faire élire en disant... De toute façon, on n'est jamais élu à vie. Non, mais on n'est jamais élu à vie. Et de toute façon, au terme du mandat, on revient s'expliquer. Voilà, c'est ça la démocratie. Oui, non, mais à propos de confiance, par exemple, je viens de prononcer le mot d'abstention. Vous savez bien que l'un des signes objectifs, quand même, du déficit politique, c'est le chiffre d'abstention. Oui, mais c'est au municipal. Quand on est élu avec moins de 30% des voix, qu'est-ce que vous voulez, des inscrits, on se dit, qu'est-ce que c'est être élu ? Monsieur Clamens, qu'est-ce que ça veut Monsieur dire ? Clamens, vous verrez, ça se vérifiera encore cette fois-ci, c'est au municipal qui a précisément le moins d'abstention. Oui, d'accord, le moins. Parce que les gens, les enjeux, je dirais, ils sont mieux perçus dans les élections municipales que sur n'importe quelle autre élection. Oui, en général, les gens se sentent concernés parce que ce sont des problèmes qui les touchent directement au quotidien. On leur parle en général aussi de leur cité, à laquelle ils sont souvent beaucoup plus attachés qu'on ne l'imagine. Il y a un attachement au patrimoine, à la culture de sa propre région, de sa localité. Et il y a aussi une identification à des personnes, parce qu'effectivement, les gens qui se présentent, souvent on les connaît. Je veux dire qu'on les croise régulièrement, c'est des gens qu'on côtoie. Je veux dire qu'avant de me présenter, moi j'ai tout simplement été électrice très très longtemps. Et les gens pour qui j'ai voté, je les connaissais, je les rencontrais, j'allais leur parler. Vous êtes un peu du côté de la personnalisation, au fond, de la fonction publique, c'est ça ? On pourrait dire ça comme ça ? La personnalisation, moi je pense... non, mais d'abord... Vous dites, on vote pour des gens, quoi. Oui, mais d'abord, il faut que ce soit personnalisé. Surtout municipal, oui. Oui, il faut que ce soit personnalisé, puisque je l'ai dit, on vit dans un système de représentation. Moi, je le répète, si on peut développer des formes de démocratie directe, c'est-à-dire des cas où les citoyens
se prononce directement, je ne suis pas hostile à cette démarche-là. Mais je dirais, dans la gestion quotidienne, il faut bien qu'il y ait des représentants qui assument... La démocratie directe, c'est une contradiction dans les termes. Toute démocratie suppose des médiations, donc des choses indirectes, et c'est très compliqué à mettre en place. Mais ce qu'on appelle démocratie directe, c'est par exemple le référendum local qui fait que sur une question, par exemple, on demande directement aux citoyens de se prononcer. Oui. Ça, c'est J'espère que ce sera bien préparé quand même. C'est un exemple de démocratie. Oui, non, mais voilà, vous voyez que c'est pas si simple que ça. Oui. Bon, mais je veux dire, il y a forcément une personnalisation, puisque ces représentants, ce sont des personnes, et que forcément, on exprime les choses. Mais je crois que ce qui est intéressant, dans une élection municipale aussi, voilà, ce qui est intéressant dans une élection municipale, c'est qu'on n'élit pas uniquement un maire, on élit une équipe. Et une équipe, en l'occurrence à Bergerac, il y a 35 sièges de conseillers municipaux. Et en gros, l'équipe qui a la majorité, elle a entre 26 et 28 sièges. Hein. En gros, ça se passe en général comme ça. Donc on choisit une équipe. Et les gens ont besoin de savoir quelle est cette équipe. D'accord. Voilà. Oui, alors bon. Très bien. Alors, on va essayer de se tirer un tout petit peu de la... De la théorie politique. Non, mais de la propagande électorale. Vous êtes là pour défendre le beefsteak, c'est normal, mais... Est-ce qu'on peut aborder la question, vous avez parlé de la commune, et moi je fais partie des gens qui pensent que le communal c'est la dispute, c'est pas le consensus, c'est le contraire du consensus, c'est-à-dire il faut s'engueuler parce que sinon rien ne marche, quoi. Il faut qu'on s'engueule, il faut qu'on soit pas d'accord, il faut qu'il y ait du dissensus, il faut qu'il y ait du débat. Mais le problème c'est qu'il faut pas qu'il y ait de discorde, et à mon avis le rôle du politique il est là, il est comment se disputer sans se désaccorder, hein, comment se disputer sans se désunir, sans se diviser. Sans... Je crois d'abord qu'il faut qu'il y ait du débat. Vous avez tout à fait raison. Ma question n'était pas là, j'étais juste. Et derrière, il faut quand même avoir la sagesse d'engager des choses qui quand même suscitent un certain consensus chez les citoyens. On est d'accord, chacun le dit comme on peut. Ma question était, donc, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous pensez de la commune? C'est-à-dire, vous savez, la décentralisation est là, les communes deviennent des communautés de communes, puis des communautés d'agglomération. Il semble que l'étape, enfin le stade de la commune, en France surtout, il y en a 36 728, ça fait un peu beaucoup. Il faudrait peut-être voir ça de près. Qu'est-ce qui fait la vie d'une commune? Comment vous définissez cette chose? Est-ce que vous pensez à sa disparition? Parce qu'au fond, il faudrait des unités plus vastes. Vous mettez... On dit la même chose du département. On dit, est-ce que le département doit disparaître? Non, mais vous mettez là le doigt sur quelque chose qui est effectivement aujourd'hui au cœur du débat. Les gens, moi je suis très frappé d'une chose, les gens sont attachés à leur commune. Et dans leur représentation des enjeux locaux, pour eux ça passe quand même en priorité encore à travers l'enjeu communal. Je suis frappé, je ne parle pas de Bergerac, mais quand on va dans des petites communes rurales, dès qu'il y a la moindre manifestation, vous voyez, les gens sont présents. Beaucoup plus qu'ils l'étaient même il y a quelques années. Il y a une sorte de renouveau de l'attachement. Quand vous dites commune rurale, vous voulez dire que vous êtes toujours attaché à la répartition française avec oui, mais attendez, si vous me permettez d'aller... Y compris des communes attendez, si vous me permettez... Oui, mais si vous me permettez d'aller jusqu'au bout, on pourra discuter de ça ensuite. Oui. Mais je veux dire, il y a un fait communal, si vous voulez, d'attachement presque charnel des citoyens à leur commune. Ils s'identifient à leur commune. Et en même temps, et c'est là le fait nouveau, et que les citoyens, je pense, n'ont pas encore tout à fait perçu, les élus, eux, le perçoivent bien, mais les citoyens de base, eux, l'ont pas vraiment perçu, c'est que le développement de l'intercommunalité, c'est-à-dire les regroupements de communes, a transféré en réalité l'essentiel du pouvoir dans les structures intercommunales. Et c'est là qu'il y a un problème aujourd'hui dans notre pays, c'est que les citoyens s'identifient encore complètement à la commune et qui n'ont pas suffisamment réalisé qu'aujourd'hui, le pouvoir de décision, il se trouve souvent dans les intercommunalités. Sur cette évolution. Oui, et ça, c'est une évolution, et je crois qu'il va falloir trouver, si vous voulez, à un moment, le moyen d'abord, il faut que les citoyens sachent la réalité, qu'on leur explique vraiment
ce qui se passe, c'est-à-dire que les compétences, il y en a certaines qui restent exercées au niveau communal, mais il y en a quand même beaucoup et des compétences essentielles qui sont maintenant exercées au niveau intercommunal. Je crois qu'ils l'ont pas beaucoup, ils l'ont pas toujours compris. Alors, attendez, et puis ensuite, en termes de démocratie, moi c'est ma conviction, on essaie de traiter ça aujourd'hui un peu par des solutions qui, à mon avis, ne sont pas pleinement satisfaisantes. Un jour, se posera la question, effectivement, de l'élection, au moins de l'exécutif des intercommunalités, au suffrage universel direct. Alors, sur ce point, on peut insister un peu, puis vous avez peut-être des trucs à dire, mais donc, nous, ce que nous appelons la commune en France, vous dites, les gens s'identifient. Enfin, ceci dit, c'est pas une chose naturelle, c'est une chose historique. Les communes ont un âge, bon. En gros, le critère, c'était la journée de cheval, un truc très... Oui, non, mais voilà, c'était la lieue, quoi. Aujourd'hui, il est évident que c'est plus ça. Quel serait le bon critère, d'après vous, d'évolution de cet élargissement, disons, que nous propose la décentralisation? Quel est le bon critère? Je vais laisser mes coéquipiers répondre ensuite. Mais je vais vous dire, moi, mon sentiment... c'est qu'il y a des transitions qui sont nécessaires. Pour l'instant, les gens restent encore quand même, ils s'identifient beaucoup à la commune. Il faut qu'ils comprennent, et ça va prendre quand même un certain temps, parce que il y a un apprentissage. Je vais donner un exemple. Mais il y a un apprentissage. Il va falloir qu'ils comprennent petit à petit qu'il y a de plus en plus de choses qui se décident au niveau intercommunal. Il habite Sauveboeuf. Oui. Bon, je lui dis, tiens, alors, à Bergerac, on a fait la CAB, et toi, comment ça se passe, intercommunalité? Oh, il me dit que c'est un bordel, tu te rends compte? Maintenant, ça va aller jusqu'à Montpazier. Oui, c'est vrai. Comme si c'était l'autre côté du monde, l'autre bout du monde, quoi. Alors, moi, ça m'a fait rigoler, mais bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce historiquement, on est là devant des aires culturelles, en fait. Voilà, c'est ça. Disons que comment les vous avez ici, en sud Dordogne, par exemple, finalement des zones géographiques très importantes. Et malheureusement, on a oublié que nous nous découpons, en fait, selon de très anciennes... frontières, si j'ose dire, sans utiliser un mot qui est un peu polémique en ce moment. Mon ami, c'était ça qu'il voulait dire. Mais c'est vrai, par exemple, l'Eyraud, par exemple, et la Lidoire, parce que moi, ma famille est originaire de la forêt du Landais, eh bien, ça forme une aire géographique à part entière. Et bien sûr, les Bastides et Montpazier, c'est autre chose encore. Et ça forme encore une autre aire géographique. Et tout ce petit monde-là ne vit pas pareil. Vous savez, moi j'ai été enseignante à Saint-Cyprien et c'était rigolo parce que à Saint-Cyprien, il y avait ceux d'en bas qui habitaient au bord de la rivière. Exactement, et il y avait les princes d'en haut. C'est ça, c'est ce genre de truc. Oui. Et moi j'ai été étonnée de cette différence qui est une différence, je dirais, ethnographique et sociologique. Il n'y a pas d'ethnographe ni de sociologue qui travaille sur les aires culturelles en Dordogne. C'est bien dommage parce qu'il y a certainement beaucoup de choses à faire. Oui, sûrement. Oui. Alors, en plus, lui, il est espagnol. Ça va se rejoindre. On est historiquement, on est issu des clans. Donc, on a tous une notion de clan. Et la construction des communes, quand elles se sont faites, ont été appropriées par ce phénomène de clan qui a permis de dépasser la simple famille ou le simple clan. On est devenu une commune. Regardez, pour les derbies de rugby, c'est le plus rigolo, ça. Vous avez des villages, enfin, je veux dire un village, mais Bergerac, la Linde, lorsqu'ils se rencontrent sur un terrain de rugby, on sent bien la profonde amitié qui les unit et l'entière participation à l'échange viril d'une forme d'expression. On a rencontré il n'y a pas loin Saint-Cyprien, ça a été la même chose. Bien sûr qu'il faudra revenir sur ça. Je viens d'une commune qui représentait 280 électeurs. Évidemment que c'est trop peu. Oui. Sauf à dire qu'à
qu'il faudra, et Daniel a raison, il faudra réfléchir à ça. Votre question l'induit, il faudra réfléchir à ça. Il faudra effectivement recréer une autre forme de communauté de vie. Non, mais alors, vous n'avez pas déjà des petites idées là-dessus? Quel serait le bon critère? Parce que vous parlez de clan, vous parlez d'ethnographie, donc il y a la famille, il y a l'ancrage territorial. Mais moi, dans le livre dont je vous ai parlé, là, on vous a passé un extrait, le type, c'est un géographe, il dit le critère, c'est l'habitation, la population des habitants. C'est-à-dire qu'il faut donner le plus de pouvoir, de force, je ne sais pas comment dire, là où il y a le plus d'habitants. Parce que les gens ont décidé d'habiter là, il faut... Alors, moi je vais... Attendez, oui, d'accord. Non, mais enfin, c'est un peu... voilà. Alors, moi, je vais vous dire, je pense qu'il y a une réalité communale. Je pense d'abord qu'il faut retrouver un équilibre. On ne peut pas dépouiller complètement les communes. Il faut que les communes gardent une partie de leurs compétences, parce que, je répète, c'est quand même là que les gens, c'est à ce niveau-là que les gens, c'est le niveau auquel ils s'identifient le plus. Il faut que les gens comprennent bien aussi qu'il y a des compétences qui ne peuvent être exercées qu'au niveau de l'intercommunalité si on veut avoir une capacité de décider. Non, mais pourquoi ne pas élargir la commune? Attendez, laissez-moi aller. Et puis vous avez un niveau dont on n'a pas parlé, qui est quand même aussi un niveau souvent ressenti fortement, et qui a une réalité, c'est le quartier. Parce que les gens ont besoin, souvent, à l'échelle d'un quartier, il y a des choses qui peuvent se bâtir, se décider. Et je dis que sur ces problèmes de structure et d'aménagement, en fait, il y a l'aménagement de notre territoire aussi qui est posé derrière. Oui. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui en France, et je pense que c'est un des grands problèmes si on raisonne à l'échelle nationale, c'est qu'on est sur un territoire où la diversification ne cesse de s'accentuer. Et moi, une des choses qui m'inquiète beaucoup, c'est la montée en puissance des grandes métropoles, parce que tout se concentre, les pouvoirs de décision se concentrent de plus en plus dans ces grandes métropoles. On a de la métropole bordelaise près de chez nous. Bon. Et donc, le problème, c'est que comme on n'a plus de soucis d'aménagement du territoire, on n'a plus de soucis véritables d'équilibre du territoire, on a un appauvrissement potentiel très dangereux de tout ce qui va se trouver en dehors de ces grandes agglomérations. Donc vous visez là la réforme territoriale en disant ça? Je vise la réforme territoriale et je dis qu'il faut qu'on retrouve un meilleur équilibre et que le territoire soit mieux différencié, qu'il y ait des grandes métropoles et qu'elles s'organisent en tant que telles, c'est bien, mais il ne faut pas négliger tout cet immense espace dans lequel nous vivons, qui est celui des villes moyennes, des territoires ruraux, sur lequel on a besoin aujourd'hui aussi de reconstruire une forme d'organisation. Quand j'étais maire, j'avais lancé, par exemple, une démarche qui était un réseau de villes moyennes avec les autres villes moyennes du Nord-Aquitaine. Bon, je regrette que cette démarche ait été arrêtée, mais je crois qu'il est indispensable qu'il y ait des solidarités qui s'établissent. Vous voyez, ce à quoi je faisais allusion, c'est qu'en France, on dit, voilà, ce sont les kilomètres qui votent, ce ne sont pas les habitants, quoi. C'est-à-dire, c'est l'étendue du territoire, et c'est pas la manière dont il est habité qui commande le découpage électoral. Il y a des inégalités flagrantes en France. Justement, le fait de considérer que là où il y a le plus d'habitants, c'est l'endroit qui doit le plus décider, ça forme déjà une inégalité majeure. Ah bon? Oui. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? D'abord, pour la préservation des territoires, non. C'est parce que vous préférez habiter dans les déserts, c'est ça? Oui, c'est vrai que j'ai quelques goûts pour les déserts, et en particulier pour le désert aragonais, mais il y a là... mais c'est sans chauvinisme aucun, bien sûr. Mais simplement aussi, je ferai remarquer une chose, c'est que les grandes villes qui certes semblent regrouper tout le développement possible, aujourd'hui, elles perdent des habitants. Je veux dire que depuis 2 siècles, Paris perd des habitants depuis 3 ans. Mais ça n'était jamais arrivé depuis 2 siècles. Ça dépend de ce que vous appelez Paris, quoi. Et bien sûr, on se rend compte quand même que une hyper-urbanisation et aussi la très forte hausse du prix de l'immobilier, notamment dans les grandes villes, font que cela rejette aussi toute une frange des habitants ailleurs. Il va falloir accueillir ces habitants. Et je pense que tout le réseau des villes moyennes
vraiment à s'allier ensemble, justement, pour faire preuve de solidarité entre elles et accueillir ses habitants et leur proposer un cadre de vie qui sera un bon cadre de vie, mais aussi des possibilités de formation, de ne pas être éloigné du progrès, de ne pas être éloigné de l'avancée, de se tenir, je dirais, nous serons toujours géographiquement de fait, non, mais d'accord, un peu en marge. Donc mais... moi, parce que j'ai sous les yeux un article de journal de je ne sais pas quand, mais qui doit être assez récent, 8 janvier. On parle de la droite qui crie au hold-up à propos de la réforme cantonale, vous savez, où les cantons vont être le nombre des cantons divisé par 2. Non, honnêtement, Dordogne, je veux dire, il fallait un redécoupage de toute façon électoral. Il y a la loi électorale. Moi, je ne suis pas hostile à cette loi, qui était une espèce d'un mini-scrutin de liste départemental. Qui n'est pas encore finalisé tout à fait. Mais par contre, c'est vrai, quand l'écart, moi je suis élu en tant que conseiller général du canton de Bergeraquin, qui a plus de 20 000, qui a à peu près plus de 20 000 habitants, et d'autres... Non, c'est pas on n'est pas regroupé avec Bergerac 2, mais le découpage qui était dans le sens est-ouest va se faire maintenant dans le sens nord-sud. C'est ça. Mais je dirais ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ce qui était quand même... Non, ce qui était problématique, c'est que j'étais élu d'un canton qui représentait 10 fois plus d'habitants que les conseillers généraux d'autres cantons. Et je dirais en termes, au regard de la représentation démocratique, il y a un moment, ça finissait par poser un problème. Ouais. Alors, pour autant, moi, ce que je dis... Rien, non, mais Monsieur Clamens, il ne faut pas mélanger ce qui est la loi électorale, la représentation dans les assemblées, et puis ce qui est l'aménagement du territoire, parce que c'est pas parce qu'il y a d'un côté des grosses agglomérations et que de l'autre il y a des territoires où la population est plus éparse entre des villes moyennes, voilà, c'est pas pour autant qu'on ne doit plus se préoccuper de l'équilibre entre les grandes métropoles et le reste du territoire. Non, mais ça, j'ai pas... C'est là qu'il y a un problème aujourd'hui, mais c'est un autre problème. Non, mais je ne rêve pas de tout donner aux grandes métropoles, mais je me demande quel est le critère de cette décentralisation qui a quand même maintenant 30 ans, quand même. Hein, donc, et puis, si vous êtes élu, c'est important de vous demander avant, vers quoi vous allez plutôt pousser, quoi. Nous, ce que nous souhaitons, si vous voulez, ce que nous souhaitons du point de vue de la décentralisation, d'abord, je pense que la décentralisation, elle a eu des effets très positifs. Parce que les citoyens, si vous voulez, on était dans un État très centralisé, où les décisions se prenaient pratiquement en grande partie à Paris ou au niveau de... Et de toute façon, le système n'était plus gérable, parce que comme on est dans une société quand même avec des décisions quand même de plus en plus complexes dans des domaines de plus en plus divers, je dirais, vous ne pouviez plus gérer ça de façon centralisée. Donc il fallait décentraliser. Et en plus, ça rejoignait une attente des citoyens qui était quand même de pouvoir le plus possible gérer les affaires qui les concernent eux-mêmes. Donc il y a eu ce double mouvement. Voilà. Mais aujourd'hui, ça s'est amélioré. Vous êtes formel. Si vous voulez, je pense que dans un premier temps, la décentralisation, ça a eu des effets très positifs. Ça a permis aux gens de s'emparer des problèmes. D'un député qui s'appelait Garrigue et qui me disait, il y a un type qui fait chier là ici. Il s'appelle le préfet, quoi. Et si je suis pas député, je peux pas lui parler parce que c'est lui qui commande. Je me souviens que vous m'aviez dit des choses comme ça. Je ne me souviens pas spécialement avoir dit ça. Pas avec ces mots. Peut-être pas exactement de cette façon. Mais ce que non. De député en disant. Non, ce que je disais. Député, le préfet. C'est pas exactement ça que je disais. Je disais que et c'est vrai. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que être quand vous êtes maire d'une ville et vous me attaquiez sur le fait que j'étais à la fois maire et député. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai et je pense que ça pèse encore aujourd'hui, mais moins. Quand on est à la fois maire et député, dans notre système qui était très centralisé, et qui restait encore très centralisé, c'est vrai que ça permettait de mieux se faire entendre à Paris pour un certain nombre de décisions. Je mais le français est tellement changé. Non, mais il a encore de beaux restes. Et puis c'est vrai que le corps préfectoral
après la décentralisation, le corps préfectoral avait un petit peu battu en retraite. Je l'ai expliqué aussi ici, d'ailleurs, cette affaire-là, et qu'aujourd'hui, le corps préfectoral a eu tendance à reprendre beaucoup les choses en main. C'est ça. C'est vrai, non, mais c'est un fait. C'est des faits de sociologie politico-administrative qu'on n'analyse pas suffisamment. L'une des thèses de ce livre, c'est de dire la France a toujours été comme ça. C'est le centralisme politique de Paris qui ne donne des pouvoirs aux locaux que sous condition qu'ils ne discutent de rien d'important. Je vous ai dit... Laissez-nous la politique et on vous donne... Je vous ai dit, Monsieur Clamins, que je me réclamais du gaullisme et du général de Gaulle. Vous savez que le général de Gaulle, une des choses qu'il a faites, justement dans le découpage électoral de 1958, quand on est revenu au scrutin d'arrondissement, il a donné pour instruction que là où il y avait des grandes villes, il n'y ait pas des députés maires des grandes villes au Parlement. Il a donné l'ordre qu'on découpe ces départements en étoiles à partir du cœur des grandes villes, de telle sorte qu'il y ait 7 ou 8 députés à Lyon, 7 ou 8 députés à Bordeaux, et qu'il n'y en ait aucun qui puisse prétendre être le député maire de telle ou telle ville. Voilà. Ouais. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur Serra? Non. Ça rejoint ce que dit Daniel. On ne peut pas critiquer la décentralisation uniquement. Parce que sans cette décentralisation, sans ce pouvoir qui a été donné à des conseils généraux, quel aurait été à ce moment-là l'appauvrissement des territoires ruraux? Parce que lorsqu'on décide des choses à Paris, on les décide en fonction, honnêtement, de l'influence du potentat local qui est plus ou moins orienté dans la démarche de ceux qui sont dans la gestion du pays. Oui, c'est ça. Alors que la décentralisation a permis un réel redéploiement, il y a des développements. Vous connaissez l'objection qui s'appelle clientélisme quand même. Mais il aurait été pire. Vous comprenez? Il aurait été encore plus centralisé. On aurait privilégié quelques grammes de métropole, quelques coins particuliers, sans réellement qu'il y ait une répartition territoriale. Alors, critiquer, c'est l'esprit. Mais quand même pas que. Il y a des choses qui ont été très bonnes. Non, mais moi, je trouve ça pas mal du tout. Un exemple, par exemple, de la décentralisation dans son aspect positif, c'est notamment les collèges et les lycées. Les collèges dépendent du conseil général et les lycées du conseil régional. Et ça a permis quand même de développer des lycées avec des formations très pointues, y compris dans des zones ou des départements qui n'ont que des villes moyennes et non pas seulement que la métropole régionale. Et c'est quand même... c'est quand même intéressant. D'un point de vue, par exemple, moi en tant que prof de langue, j'ai vu se développer dans plusieurs villes moyennes l'apprentissage de langues, y compris de langues orientales, que l'on trouve aussi à Bordeaux et que l'on peut faire à Périgueux, par exemple. Et donc, ça n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas de décentralisation. Ce serait été... Moi, quand j'étais étudiante, si on voulait faire des langues orientales, eh bien, il fallait partir très très loin. Oui, à Paris, au Langso. Bon, merci beaucoup. On ne va pas peut-être vous embêter plus longtemps, parce qu'en plus, monsieur Serra, tous. C'est pas grave, on s'excuse. C'est notre local qui est insalubre. Non, mais je pense que les questions que vous posez, moi, pour conclure, si vous voulez. Je crois il y a cette réalité communale forte, qui est très forte à Bergerac, parce que les gens sont attachés, les Bergeracois sont attachés à leur ville. Je crois que c'est pour ça qu'ils sont très attachés. Et je pense qu'il y aura une forte participation aux élections municipales. Je pense ensuite qu'il y a ce phénomène nouveau de l'intercommunalité que les citoyens n'ont pas encore suffisamment, je dirais, assimilé, parce qu'on ne leur a pas suffisamment expliqué. Et je pense que là-dessus, il faut beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de dialogue, et il faut qu'ils y participent. Ça, je suis 100% d'accord là-dessus. Et puis, au-delà, il faut savoir qu'il y a quand même des enjeux d'aménagement du territoire, qu'on est dans un territoire ici qui est avec une ville moyenne, Bergerac, des territoires ruraux autour, et qu'on ne peut pas accepter la tendance qui est de concentrer de nouveau tous les pouvoirs de décision au niveau des grandes métropoles. Et je dis là-dessus, il y a un enjeu de bataille très important pour un territoire comme le nôtre.
Oui, enfin bon, juste un dernier mot, la disparition du département, vous n'êtes pas du tout pour, donc... Moi, je pense, si vous voulez, le département, justement, quand on est dans une grande agglomération, le département, qu'est-ce qu'il fait? Il gère essentiellement l'action sociale. Pour Bergerac, mais sur un territoire comme le nôtre, ici en Dordogne, c'est vrai que s'il n'y avait pas la Dordogne, si on devait dépendre directement de la région, on aurait peut-être quelquefois du mal à se faire entendre. Donc si pas le département, au moins quelque chose qui lui ressemble. Oui, voilà. Il faut un échelon intermédiaire pour des territoires très larges comme les nôtres. Merci à tous les trois. Excusez-nous pour la difficulté du truc.